Bienvenue, chers téléspectateurs, ici sur la scène de conférence à l'Inotech Digital. Avec moi aujourd'hui maintenant Florian Seret, professeur ordinaire à à l'Haute École Arc Ingénierie, responsable du groupe de compétences lignes et procédés industriels et responsable valorisation de MicroLean Lab. Monsieur Florian, saurez-vous présenter l'hypermachine aujourd'hui et partager avec nous vos expériences? Micro Lean Lab, de l'Automatisation à l'Autonomisation. Und noch ein kleiner Hinweis für unsere deutschsprachigen Besuchenden. Sie können die Präsentation auf Deutsch mitlesen. Dafür klicken Sie bitte oben rechts auf den Button mit dem kleinen Mikrofon. Florian Seret, la scène est à vous. Merci beaucoup pour l'effort d'avoir fait la présentation en français, c'est très bien. Et merci de recevoir un Welsh parmi vous aujourd'hui. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter les travaux de l'école d'ingénieurs ARC, ingénierie, de Neuchâtel, Saint-Imier, qui sont les deux principaux sites qui travaillent sur ce projet. Le thème abordé aujourd'hui de l'automatisation à l'autonomisation nous pose la question, mais l'automatisation ne suffit-elle pas? Pourquoi faut-il pousser à l'autonomisation? Eh bien, c'est ce point-là que nous allons traiter aujourd'hui et en fait, j'aimerais commencer la présentation d'une manière différente que d'habitude. Les techniciens arrivent en disant « j'ai une solution technique, je vous présente la solution technique ». Eh bien non, je propose aujourd'hui de se dire, ben voilà, on est dans le monde et on imagine des besoins. On travaille dans l'horlogerie ou la bijouterie, on travaille dans le médical ou la dentisterie, on voit des problématiques, on voit des besoins, et puis il faut y répondre à ces besoins. Alors, comment y répondre? Alors, dans la microtechnique, on va inventer ou penser à un produit qui permettrait de répondre à un besoin. J'aimerais savoir l'heure correctement, j'aimerais avoir un beau produit à mon poignet, j'aimerais avoir un moteur qui tourne bien, j'aimerais avoir des connecteurs qui se connectent correctement, et cetera. J'imagine un produit qui répond à ce besoin. On peut imaginer un style de vie aussi, quand on est dans la bijouterie, comment faire des alliances qui soient personnalisées à un couple en fonction de ce qu'il a envie d'avoir, de ce qu'il a envie de montrer et d'afficher. Et puis, tous ces éléments-là, en fait, ils sont définis par le client, si on veut, mais on doit pouvoir les avoir assez rapidement. On ne veut pas attendre 2 ans sur nos alliances avant de pouvoir se marier. C'est pas le but. Donc, comment répondre à des besoins qui définissent un style de vie? Ou bien alors on a un problème, un accident, un problème dentaire, on doit trouver des solutions pour réparer et résoudre tout ça, et tout ce qui est dentisterie et médical, on pense à des solutions. Une fois qu'on a pensé à notre produit, à nos solutions ou bien à notre style de vie, eh bien, on arrive dans le monde réel et là, il faut commencer à créer les choses. Il faut les fabriquer. Et la fabrication d'une solution ou d'un produit, en fait, c'est un résultat d'une longue chaîne de processus et de moyens de fabrication. Et tout au long de cette chaîne, on a besoin de spécialistes différents et qui maîtrisent chacun des bouts de processus. En plus, quand vous avez une chaîne aussi longue que ça de produits qui ne peuvent pas tous être fabriqués dans votre entreprise parce que vous n'arrivez pas à tout maîtriser, vous avez votre produit qui vont chez des sous-traitants, qui reviennent, vous avez des problèmes de qualité, vous devez faire des contrôles d'entrée, vous devez regrouper des séries pour aller chez certains sous-traitants, vous devez travailler en pièce par pièce quand vous êtes en interne. En fait, vous vous retrouvez dans le monde de la micro-production, de la microtechnique d'aujourd'hui. Et puis, on essaie de tacler ou de résoudre tous ces problèmes en mettant en place des
des aides ou des modes de réflexion comme le lean manufacturing et qui essayent de réduire au maximum tous ces éléments-là. Et nous, on s'est dit, mais est-ce qu'il serait possible de faire les choses un petit peu autrement et de réfléchir en disant, ah ben tiens, ça c'est notre problème, d'avoir cette énorme complexité de flux de pièces et d'informations qu'il est terriblement difficile de garder ensemble et de regrouper ou de séparer suivant les processus qu'il y a à faire, ce qui nous donne des longs temps de passage en plus. Est-ce qu'on arrive à dire, OK, ça c'est un autre problème, quelle solution je peux apporter? Et ça fait déjà quelques années que la Haute École Arc réfléchit à cette problématique-là et elle est arrivée à une solution qu'elle est en train d'essayer de mettre en œuvre dans ce qu'on appelle le MIL, Micro Lean Lab. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est un rendu réaliste de l'idée. Mais aujourd'hui, on a une structure comme celle-là dans notre école sur laquelle on peut faire des essais pour voir si ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on essaie de résoudre par un système comme ça? On s'est dit, on s'adresse à un public d'entreprise qui se trouve dans l'arc jurassien, donc ils sont actifs dans le micro, la microtechnique qui travaille autant pour l'horlogerie que pour le médical, que la connectique et la bijouterie, etc. On a déjà vu ça tout à l'heure. Donc, vous vous trouvez dans un endroit où on fabrique des petites pièces. Mais aujourd'hui, pour fabriquer ces petites pièces, on a des machines aussi grosses que dans l'automobile quasiment, pour fabriquer des très grosses pièces. Donc, on est en train de gérer des machines de plusieurs tonnes pour fabriquer des pièces de quelques grammes. Donc, un premier élément, si on veut arriver à résoudre notre problématique, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible d'avoir des machines qui sont à la taille des pièces qu'on fabrique? La réponse est oui. La Haute École Arc a développé une machine d'usinage 5 axes qui rentre dans une boîte de 1 demi-mètre cube. Et puis, ce qu'on a découvert avec cette machine aussi, c'est que la majorité, voire la totalité de l'énergie utilisée pour fabriquer les pièces, en fait, était dispersée ou utilisée dans l'interface entre l'outil et la matière. Et grâce à ça, on a remarqué que si on commençait à mesurer les courants des différents signaux, une quarantaine de signaux qu'on a à l'intérieur de cette CNC 5 axes, eh ben, on arrivait à mesurer pendant qu'elle est en train de fabriquer si la pièce qu'elle fabrique sera bonne ou pas. Et puis on s'est dit, mais est-ce qu'avec une technologie comme ça, on ne pourrait pas avoir une machine qui sait fonctionner toute seule, qui n'a plus besoin vraiment de spécialistes? Du coup, on pourrait mettre beaucoup de processus l'un à côté de l'autre qui sont différents, qui normalement nécessitent plusieurs spécialistes pour être gérés correctement, mais qui, grâce à cette autonomie qu'ils peuvent avoir parce qu'ils sont petits et fabriqués dans cet objectif-là, on pourrait avoir une collection de beaucoup de processus autonomes qui peuvent être interconnectés, qui peuvent marcher de manière collaborative, fonctionner de manière collaborative et dans un petit volume avoir en fait une usine qui normalement nécessite plusieurs grosses machines, plusieurs spécialistes, plusieurs stocks intermédiaires et des flux de pièces assez compliqués. Donc, si on veut arriver à fabriquer des composants qui sont le plus aboutis possible, on a besoin d'avoir beaucoup de processus. Si on va avoir beaucoup de processus dans un petit volume qui collaborent les uns avec les autres, on est obligé d'avoir des processus qui ont la capacité d'être autonomes. Un petit exemple, vous avez au milieu de votre écran la machine qui existe à l'école à Saint-Imier. Et puis, on a imaginé comment mettre en œuvre cette machine pour vraiment une étape toute simple dans la fabrication d'une montre. Aujourd'hui, vous pouvez fabriquer des spiraux, donc c'est l'élément élastique qui vous donne avec le balancier, ça vous donne la précision de votre montre. Mais la fabrication de ces spiraux se fait dans une dispersion de fréquences qui est très très large par rapport à la fabrication du balancier. Alors aujourd'hui, c'est toute une chaîne logistique très compliquée, collaboration avec des fournisseurs, des sous-traitants un peu partout, pour arriver à
mettre le bon ressort sur la bonne roue d'inertie pour avoir un balancier qui est à la bonne fréquence. On pourrait mettre tout ça dans une micro-machine dans laquelle on reçoit des composants semi-finis, on les mesure, on les caractérise, on en modifie un des deux, on fait l'appairage, on a toutes les données de mesure et de fabrication qui suivent avec, on peut mettre ça sous conditionnement, imprimer un code barre dessus, et là-dessus, vous avez un produit avec toutes ces données de production qui est livrable, fini, terminé. Donc ça, c'est la manière dont on devrait arriver à créer demain. Bon, c'est des grandes idées. Comment est-ce qu'on peut espérer aller dans cette direction? Alors, la vision qu'il y a là derrière, c'est de dire on veut apporter du digital dans la production. Jusqu'où on peut pousser ce digital dans la production? Et comme dans un smartphone, vous avez en fait des applications informatiques qui sont tellement simples à utiliser que jamais personne ne lit un mode d'emploi d'une de ces applications et les utilise quand même. L'idée, c'est d'arriver à avoir des processus qui ont atteint un tel degré d'autonomie que toute la complexité est gérée à l'intérieur du processus et puis monsieur ou madame tout le monde peut utiliser ces différentes briques technologiques. Donc la complexité est mise à l'intérieur du processus. Évidemment, on ne va pas réussir à faire ça tout seul, l'école. On a besoin d'être accompagné par des gens qui croient à cette idée. Et vous avez là un peu tous nos partenaires qui nous accompagnent là-dedans. Les grands groupes qui sont les utilisateurs qui veulent pouvoir utiliser tout ça par la suite, c'est des groupes horlogers pour l'instant. On cherche des grands groupes dans d'autres domaines que ça, mais on a le groupe Richemont, le groupe ETA et 2 autres grandes maisons d'horlogerie. Et puis, pour tout ce qui est briques technologiques qu'on doit aussi développer, on a un tas de petites entreprises de la région qui croient en cette idée et qui nous accompagnent dans le développement de ces briques technologiques. C'est un projet qui dure longtemps, c'est une planification sur 6 ans avec des étapes de développement de briques technologiques, d'autonomisation de ces briques technologiques et ensuite une 3e phase où l'objectif est de relier et de faire travailler ensemble ces briques technologiques. Donc, je vous ai déjà un petit peu parlé de notre machine de phasage 5 axes qui se trouve dans un demi-mètre cube. Donc c'est vraiment très petit et là-dedans vous avez tout. Les commandes d'axe, la CN, le changeur d'outils, les 5 axes, la broche, tout est là dans ce demi-mètre cube. Et parce que cette machine a été construite par la HE Arc, nous avons aussi accès à tous les courants et tout ce qui peut se passer sur cette machine. Et en mesurant une quarantaine de ces paramètres-là, on arrive à en faire une machine qui pourrait devenir totalement autonome. Comment ça se fait? Si vous commencez à mesurer 40 signaux sur une machine, vous êtes obligé de pouvoir les ressortir de la machine pour pouvoir les traiter. Et la première problématique pour nous, c'est celle-là. Et en plus, si vous mettez 9 de ces machines l'une à côté de l'autre, parce que vous voulez vraiment produire beaucoup, vous avez 9 fois tout ce flux de données qui passe à travers les câbles et ça devient très lourd. Donc, on doit mettre en place des systèmes avec des intelligences décentralisées, des pipelines de données, des stockages de données et un traitement de données décentralisé. Donc, tous ces travaux-là sont effectués par la HE Arc. Si vous voulez une machine CNC qui soit autonome, ça veut dire qu'elle doit savoir si ses outils commencent à trop s'user. Et s'ils s'usent, vous devez apporter des corrections, voire changer l'outil. En mesurant des courants de broche, en remontant ces données, en faisant des analyses avec des outils d'intelligence artificielle, vous arrivez à mesurer l'usure de votre outil. Si vous devez
corriger un peu les parcours de votre CNC pour avoir une bonne pièce ou si vous devez changer d'outil. Un autre axe de recherche très, très important aussi, et c'est là qu'on voit le smart manufacturing qu'il y a dans ce projet, c'est comment faire pour avoir une machine qui sait où elle est. Alors, justement, en mesurant ces 40 signaux et en les traitant d'une autre manière, on arrive à fabriquer des pièces qu'on peut déterminer avec des moyens de mesure normaux et dire si la pièce est bonne ou pas. Et puis, cette pièce-là, on lui a mesuré tous les paramètres machine pendant sa fabrication. Et puis, en mesurant beaucoup de pièces et beaucoup de sets de paramètres, on arrive à faire, en fait, avec l'intelligence artificielle, des régressions qui nous permettent de savoir si la pièce qui a été fabriquée est une pièce bonne ou pas. Et là, vous avez différents types de régressions qui ont été utilisées. Sur la partie supérieure, vous avez les régressions normales, et sur la partie inférieure, vous avez des régressions qui utilisent le machine learning. Et en fait, avec ça, on devrait arriver à faire du closed loop manufacturing avec notre machine 5 axes. C'est un énorme axe de développement qu'on fait aussi dans le cadre de la HE-ARC. Un autre élément qui est intéressant, c'est définir quand l'outil commence à toucher la matière. Aujourd'hui, les machines-outils ou de fabrication, elles sont plutôt à dire je veux que tu tournes à cette vitesse, tu vas là, une fois que l'outil est là, il dit tu descends jusqu'à cette profondeur-là, et entre deux, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est là que réside tout le secret ou toutes les connaissances qu'il faut avoir de ce qui se passe. C'est entre le moment où la machine part de sa position initiale jusqu'à la fin de son trou qu'il faut pouvoir contrôler et mesurer ce qui se passe. Et grâce à ces remontées de données et ces machines développées à la HE-ARC, on arrive à savoir où on en est. Un autre axe encore supplémentaire, c'est de se dire, mais en connaissant tous ces comportements de la machine, serait-il pas possible de faire en fait un jumeau numérique de cette machine, de manière à pouvoir simuler la fabrication de ma pièce avant que ma pièce soit vraiment sur la machine, d'adapter les courses, d'optimiser la fabrication avant d'être vraiment dans la machine. Et puis, quand le programme est optimisé, on peut le lancer dans la machine. Et là, on gagnera encore énormément de temps. Il ne devrait même plus y avoir de temps de réglage. La première pièce qu'on met dedans avec le programme doit nous sortir une pièce bonne. Et ça, c'est un élément très intéressant parce qu'on arrive après à savoir, quand la pièce est fabriquée, est-ce que quand je sors de ma machine, la pièce est bonne ou pas? Si elle est bonne, je continue le reste des process. Si elle est mauvaise, je la mets de côté. Je n'ai pas besoin d'attendre une semaine que les contrôles de la série aient été faits pour savoir si les pièces sont bonnes ou pas. En plus, si on rajoute une couche, là on était vraiment dans la machine, on rajoute encore une couche en disant, eh bien, nous, on veut faire la gestion du flux des pièces à l'intérieur de la fabrication de notre micro-usine. Et on a donc toute une partie informatique qui gère le flux des pièces à l'intérieur de nos 9 niches technologiques. Et puis, en fonction des besoins, on peut changer la suite logique des pièces. Mais cet ordonnanceur aussi, il gère toute la transitique. Donc on a des robots avec des transpalettes, avec des préhenseurs, fabriqués sur mesure, d'après la pièce qui a été demandée, avec de l'impression 3D. Et avec tout ça, on arrive à avoir une machine autonome qui se fabrique les posages, les supports, les serrages nécessaires à la fabrication sur cette micro-machine. Et puis, j'avance un peu, cet ordonnanceur vient encore s'occuper de tout ce qui est changement de pièces à l'intérieur des niches technologiques, changement d'outils, enlèvement de copeaux, amener des consommables, etc. Donc on a encore toute cette chaîne de contrôle informatisé par-dessus et qui gère la globalité de cette micro-usine. Bon, je vous ai
beaucoup parlé de choses, maintenant il faudrait peut-être la voir. On a ici une petite vidéo qui redit en gros un peu tout ça. Vous voyez la grandeur des personnes à côté de la machine. Donc on a une machine qui fait 3 mètres sur 4 en gros. Et je vous propose de regarder un petit peu cette vidéo. Donc voici cette machine avec nos 9 blocs technologiques. Et puis on est en train de réfléchir à une standardisation de ces blocs technologiques qui va nous permettre d'en fait rapidement pouvoir changer les blocs. Et l'ordonnanceur sait exactement ce qui se passe, comme quand vous mettez une nouvelle clé USB sur votre ordinateur. On a cet ordonnanceur qui gère ce qui se passe dans les niches, qui suit les besoins, les problèmes à régler et qui gère la transitique qui amène les pièces en fonction des différents besoins dans les niches technologiques. Ensuite, on va à l'intérieur de la niche technologique et à l'intérieur de la niche technologique, on a tout ce qui est problème de consommables, de fin de cycle de fabrication et on doit rechanger. Et à l'intérieur même de la niche technologique, maintenant, on a tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, qui nous permet de savoir, en mesurant les paramètres d'usinage, de pouvoir définir si la pièce qui a été usinée est une pièce bonne ou pas. Aujourd'hui, on est à plus de 95% de vrais positifs, donc de pièces dites bonnes qui sont effectivement bonnes. Donc ça, c'est le niveau auquel on a atteint aujourd'hui. Vous voyez un peu cette machine où on travaille sur aujourd'hui un seul axe linéaire. On n'a encore pas toute la transitique. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui va durer sur 6 ans et on en est à la première année et demie. Donc il y a encore pas mal à voir. On peut retrouver ici notre petit système de balancier spirale et puis travailler de manière encore plus complexe en se disant j'ai plusieurs machines et puis entre ces machines, je peux faire aussi naviguer de la donnée. Et c'est ça qui est hyper important quand on a un système global, pensé globalement et qui peut s'interconnecter comme ça. La data, des fois c'est des pièces qui doivent passer d'une machine à l'autre, mais parfois c'est que la data qui doit passer d'une machine à l'autre. Et dans ce cas-là, on achète en batch des spiraux fabriqués par exemple sur des wafers en silicium, pourquoi pas, hein. Soyons fous, on ose le faire en horlogerie, et donc allons-y, parlons-en. Et puis, justement, cette dispersion est tellement grande qu'on peut difficilement fabriquer les balanciers qui vont avec. Mais si j'ai mon wafer, que je mesure mes fréquences propres de mes spiraux sur ce wafer, j'envoie les datas aux machines de production qui me fabriquent la pièce correspondant aux spirales X, et cette pièce revient dans la machine dans laquelle le spiral a été mesuré, il sait quelle spirale c'est, il les assemble et on sort avec un produit fini, terminé. Et ça, c'est le côté assez magique de cette possibilité d'avoir les données qui suivent les pièces, qui restent groupées avec les pièces. Et cette digitalisation-là apporte vraiment énormément à la fabrication. Et vous comprenez aussi maintenant pourquoi il est important d'avoir des machines autonomes. Quand vous êtes en face d'une machine qui a 9, 10, 11, 12 processus qui nécessiteraient au moins 6 ou 7 spécialistes pour pouvoir gérer tout ça, et vous êtes un vendeur de bagues ou un vendeur de montres ou n'importe quoi d'autre, ce n'est pas votre métier de gérer tout ça. Et pourtant, grâce à l'autonomisation, ces machines peuvent vous faire les pièces dont vous avez besoin. Et si vous avez d'autres questions ou un intérêt, vous avez toutes les informations, d'autres vidéos à disposition sur notre site www.microleanlab.ch. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je félicite toutes les équipes de la HEARC qui travaillent sur ce projet.